Chers collègues, bonjour. Merci beaucoup pour cette possibilité de vous présenter les résultats de nos recherches. Bonjour. Donc, nous vous présentons les résultats des recherches de nos collègues sur l'état, la situation de notre région et peut-être des perspectives de son développement à l'avenir. Donc, tout d'abord, un petit peu d'informations générales sur notre région. Vous voyez ici quelques informations sur la population. Ce sont des données de l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir des chiffres exacts et la situation change. Mais en tout cas, pour évaluer le potentiel de la République, nous avons comparé la place de notre région avec d'autres régions de la Fédération de Russie avant le début des interventions militaires. Donc, nous sommes à la 3e place en termes de densité de population. Oui, on voit la 2e slide. On voit bien. Oui, donc là, je disais, vous avez des informations de l'ordre général que vous pouvez retrouver dans des sources ouvertes. Donc, pour avoir une idée de la région, de la population. Et ensuite, nous avons comparé en fait notre région à d'autres régions de la Fédération de Russie. Donc là, vous avez les données de comparaison de notre République avec les autres régions de la Russie en 2013. Vous voyez ici les classements, donc la 3e place en termes de densité de population, 4e en termes de population, l'urbanisation, la 6e place, 7e place en termes de population active, le solde positif en commerce extérieur, 8e place. Et en même temps, c'est seulement la 22e place en termes de valeur ajoutée. Donc, il y a de l'urbanisation, mais en même temps, c'est de la production avec une valeur ajoutée assez basse. Et ces 10 dernières années, bien sûr, ont eu un impact sur l'économie de la région. Et dans ces nouvelles conditions, on ne peut pas avoir une place de leader en termes de PIB. Donc là, on se retrouve au même niveau que les régions les plus reculées de la Russie. Donc ici, vous voyez le niveau de réduction de notre économie. Donc, par exemple, en termes d'industrie, les volumes ont baissé presque de 3 fois, les investissements de 4 fois, l'emploi de 2 fois. Donc, bien sûr, ce sont des tendances négatives et cela a fortement impacté notre économie dans son ensemble. Donc, ça a touché tous les secteurs, la construction, l'industrie minière et autres. Et donc, ici, vous voyez qu'il y a eu une chute de production et une chute d'investissement de presque de 20 fois. La productivité, 1,5 fois. Donc, bien sûr, les salaires ont fortement baissé également. Cela est un facteur négatif aussi qui impacte la population. Donc, bien sûr, c'est une des industries, un des secteurs des industries les plus importants, la production des machines, des équipements, qui a eu une chute spectaculaire et cela impacte toute l'économie dans son ensemble. Là, on parle de l'industrie chimique, c'est la même situation ici. Ensuite, vous avez ici les graphiques sur certains types de production. Sur la 12e slide, vous avez l'agriculture, le secteur agroalimentaire. Là, on parle bien sûr de la sécurité alimentaire de la région. Donc, ici, nous pouvons voir que la région se retrouve dans les régions qui ont quand même des avantages. Donc, c'est notre industrie métallurgique, chimique, minière,
le blé et d'autres produits alimentaires, nous avons déterminé les problèmes clés du développement de notre région. Donc, bien sûr, c'est la situation militaire, mais aussi la situation dans l'économie. Et on sait que 80% de notre économie, ce sont des secteurs obsolètes qui ont une valeur ajoutée très basse. Donc, ce sont des infrastructures obsolètes et en termes d'équipement, on a beaucoup d'équipements vieillissants ou obsolètes. On est très dépendant également des importations. On a perdu beaucoup de marchés pour nos produits. Donc, on est à un niveau beaucoup plus bas qui serait nécessaire pour un développement correct. Et donc, il y a beaucoup de tendances négatives et des tendances qui nous empêchent d'avoir un développement économique. Il y a surtout une fuite de main-d'œuvre. Donc là, nous avons déterminé les objectifs stratégiques pour les 10 années à venir. Donc, bien sûr, l'augmentation de la population active et le développement de l'espace de notre région. Donc, bien sûr, il faut se concentrer sur ces objectifs stratégiques, surtout se concentrer sur le potentiel et le capital en termes de ressources humaines. Donc, il faut augmenter, bien sûr, la qualité et la quantité de cette ressource humaine. Et pour atteindre ces objectifs, il faut, bien sûr, porter notre attention sur ces 3 axes d'activité principaux, donc de développement de capital humain, le développement de la région et le développement de l'économie régionale. Et vous avez ici justement les objectifs un peu plus détaillés en termes de capital humain pour avoir un niveau de vie digne. Et ici, vous avez également les objectifs de développement en termes de intégration de la région, la transformation de notre économie. Et ici, un peu plus de détails sur le développement économique potentiel. Donc, la politique économique et d'industrie, les instituts d'innovation. L'objectif principal ici, c'est une réforme structurelle de l'économie avec une régulation de la part de l'État et un soutien aux technologies de pointe. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur l'industrie, mais pas seulement sur les industries minières, mais sur les industries manufacturières avec une haute valeur ajoutée pour avoir une souveraineté technologique et économique de la région. Donc là, il faut se concentrer sur la qualité de cette croissance économique, se concentrer sur une haute valeur ajoutée et se concentrer justement sur ces industries plus complexes, plus techniquement avancées. Donc, on peut ici voir une matrice sur les priorités justement des spécialisations, sur les secteurs qui ont un potentiel maximum en termes de valeur ajoutée, en termes de potentiel. Donc, après, je passerai la parole à mon collègue pour vous donner plus de détails. Donc ici, les secteurs que nous avons soulignés, c'est l'énergie, la métallurgie, l'industrie chimique, l'industrie du charbon et autres. Ici, nous avons aussi une priorité importante, c'est le secteur du bâtiment et des matériaux de construction. Il faut aussi créer des nouveaux centres de traitement de données. Nous avons pour cela des locaux et des infrastructures, mais il faut bien sûr les développer. Et on pourrait, par exemple, créer un parc de haute technologie avec ces projets en développement. Donc, il faut bien sûr prendre en compte tous les problèmes actuels de notre région et notre territoire. Et pour cela, il faudrait se baser sur l'expérience
de régulation par l'État de l'économie. Donc ici, vous avez les pronostics, donc les cibles pour 2033. On vise un développement donc de tendances actuelles, mais surtout en développement d'autres secteurs d'économie avec une valeur ajoutée plus importante, donc d'augmenter la part des industries manufacturières. Donc ce secteur doit croître de plus de 3 fois, donc à 10% par an. Donc là, il faut avoir une augmentation assez rapide. Ensuite, en ce qui concerne l'industrie manufacturière, il y aura également des changements très importants. Il faut augmenter cette part à 25%. Et bien sûr, pour cela, il faut des ressources supplémentaires considérables. Il faut plus de 300 000 employés pour réaliser tous ces projets. Donc, bien sûr, il faut une stratégie très robuste pour pouvoir arriver à tous ces objectifs. Donc, je pense qu'il faut se baser surtout sur les technologies modernes, les technologies digitales. Et nous proposons, par exemple, de créer un conseil d'experts qui pourra développer ces nouvelles solutions innovantes, qui pourra travailler d'une manière plus durable. Donc, si l'on parle des moteurs de notre croissance que nous pouvons, sur lesquels nous pouvons nous baser, là, je vais passer la parole à mon collègue. Merci, je voudrais commencer mon intervention par une analyse de l'état général des industries de transformation. C'est autour de 4% de valeur ajoutée brute et autour de 10 millions de personnes sont employées dans cette industrie. À cause des sanctions, il y a eu une réduction de l'industrie de transformation de 11%. Et c'était surtout l'industrie automobile qui a souffert des sanctions. Et la réduction a été au niveau de 45%. Et la construction d'automobiles qui implique une chaîne de production très complexe a dû être réduite de 67% et de 24% en ce qui concerne les transports lourds. En 2023, en quatrième trimestre de suite, il y a eu une grande croissance de production et l'industrie automobile en Russie a augmenté de 23%. Donc, la construction a grandi 3 fois plus que les industries de transformation. Bien sûr, cette croissance industrielle a été soutenue par les nouveaux demandes, par les nouveaux ordres dans l'industrie de défense. Il y a les nouvelles chaînes de demande qui sont en train d'être créées. En ce qui concerne les industries civiles, on voit surtout la croissance en construction automobile électronique. Et ici, on a des résultats comparables à l'année 2021. C'est par exemple la production des équipements électroniques, plus 21% de croissance. Et au niveau, en ce qui concerne les produits particuliers, il y a surtout les différents types des équipements pour l'industrie alimentaire qui sont produits en plus grande quantité. Allons analyser cette industrie de base. Donc, tout d'abord, à cause des raisons bien évidentes, il y a un écart et il y a un retard en comparaison avec cette industrie en Russie. La part de construction automobile, de construction de machines, des équipements est assez basse. Et en 2022, cette industrie était représentée par 54%
4 entreprises de différents types de propriétés. Il y avait des grandes entreprises et des entreprises moyennes, celles qui font la construction des différents équipements et machines, et ceux qui proposent des services de maintenance, de réparation de ces machines. Le volume des produits de production de l'année 2023 a diminué de 2 fois par rapport à l'année 2021. De 2015 jusqu'à 2019, on assiste à une tendance de croissance annuelle avec la croissance la plus grande au niveau de 8 fois la croissance de l'année précédente. Ensuite, il y a eu une réduction, mais le poids moyen de cette industrie a augmenté également par rapport à l'année passée grâce à l'augmentation de la production de cette industrie mécanique. Si on se base sur les résultats réels de l'industrie mécanique, en 2021, on avait prévu une charge jusqu'à 75%. En 2021, on a eu une augmentation de charge de ces entreprises jusqu'à 38%. En août 2022, la production de l'industrie mécanique comparée à la période similaire de l'année précédente a augmenté de presque 10% et s'est élevée à presque 3% de toute la production de la République populaire de Donetsk. En même temps, les exportations de l'industrie mécanique ont augmenté de presque 13%. En 2021, les entreprises de l'industrie mécanique de Donetsk ont exporté beaucoup des produits finis en Russie. Sur le diapositive 6, on a une dynamique de réduction des volumes de vente des produits de l'industrie mécanique. Donc ici, nous avons les volumes par secteur avec une grande chute en 2021 par rapport à l'année 2013. La réduction des indicateurs de production en 2020 a causé une réduction dans le nombre des employés du secteur de 13% comparé à l'année précédente. En même temps, le salaire mensuel moyen a augmenté de seulement 2% et s'est levé à 12 000 roubles. En 2012, on avait un plan de créer plus de 1500 emplois avec un salaire plus élevé, mais on n'a pas encore des résultats de ce plan. Il n'a pas été réalisé. En 2022-2023, la situation concernant l'emploi s'est encore empirée. En 2022, sur les 28 entreprises industrielles de la République, il y avait un manque, un déficit des cadres professionnels. Il y avait 758 postes vacants, y compris 254 en industrie mécanique. Aujourd'hui, cette situation de déficit de force de travail est critique. Les investissements en capitaux, comme nous le savons, c'est la base pour le développement de tout type d'industrie. Cela permet de répondre directement à la demande et la dynamique des investissements en capital en industrie mécanique comparé à d'autres secteurs, sur la période 2013 à 2018, démontre une augmentation progressive, ce qui confirme ce vecteur de développement en croissance de l'économie de la République populaire de Donetsk. Notre indicateur cible pour l'année 2033 des investissements en capital, c'est autour de 1,1 milliard de roubles. En général, en Fédération de Russie, cette croissance d'investissement en capital, l'année passée,
s'élever à 30-50% en fonction du secteur. Sur le diapositive suivant, nous avons des prévisions de développement de l'industrie mécanique de la République si les différents processus décrits sont mis en place avant 2025. Donc, nous voyons ici l'augmentation progressive de la production de l'industrie mécanique. En ce qui concerne les aides d'État et les mesures les incentives, les mesures de stimulation, on peut dire les choses suivantes. Ici, on a les axes stratégiques du développement de l'industrie mécanique à Donetsk. Les axes principaux sont tout d'abord le développement de l'industrie mécanique pour le développement de l'économie de Donetsk grâce à des incentives efficaces de la part de l'État. D'autre part, c'est la commande publique, donc les commandes de l'État. Il faut apprendre à faire la distribution de cette commande pour qu'elle soit mise en place de façon efficace. Il est important de parler d'innovation des entreprises avec des parts publiques et introduire des innovations technologiques. Il est inutile de s'orienter sûrement sur cette politique de substitution des importations parce que cela ne va pas être suffisant pour soutenir l'économie. Il faut développer le potentiel propre de l'industrie mécanique de Donetsk en proposant des incentives aux entreprises, aux universités ou d'autres établissements d'éducation supérieure. Il y a une grande limitation à cette croissance de l'industrie mécanique, c'est le déficit de la force du travail qualifiée et compétente. Quelles doivent être cette industrie mécanique? Quelles sont les perspectives de son développement en Russie et dans les républiques populaires de Donetsk? Tout d'abord, ce sont la production des avions électriques, des hélicoptères de grande vitesse. C'est également les services dans les ports de Donetsk. Ensuite, les équipements électroniques, tout ce qui concerne la robotique, la réalité virtuelle, la production des automobiles, donc la création d'une nouvelle ligne des automobiles sans conducteur et des automobiles électriques. Ensuite, les équipements médicaux, les exosquelettes, donc de la biomécanique, l'impression des organes grâce à des imprimantes 3D. Ensuite, on a bien sûr les équipements militaires liés à des différents systèmes de communication, de monitoring et de transport. Ainsi, on peut dire que avec cette réorientation sur de nouveaux secteurs, avec une politique de soutien public, on pourrait créer des conditions d'égalité pour le développement des différents secteurs. Et dans ces conditions, l'industrie mécanique de Donetsk a un potentiel suffisant pour pouvoir se développer dans le cadre de la Fédération de Russie. Voilà. Vous pouvez poser des questions. Je vois que Vassili Ustinov a une question. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Qu'en est-il de la coopération entre la métallurgie et l'industrie mécanique à Donetsk et quelle serait l'estimation de production des métaux de consommation de métaux ferreux en industrie mécanique? Je voudrais faire un commentaire suivant. Tout d'abord, la coopération de la République populaire de Donetsk, c'est un concept qui n'existe pas encore. Cette coopération est en train de naître parce que l'industrie mécanique est un secteur à part et la métallurgie, le charbon, etc. Donc ça, c'est dans notre secteur. Donc on ne pourrait pas
dire d'un lien étroit entre ces deux secteurs, entre ces deux industries, malheureusement. Et sur les 10 dernières années, de 2014 jusqu'à 2024, on a vu qu'il n'y a pas eu de commande, par exemple, de la part de l'industrie de charbon pour l'industrie mécanique, bien que c'était un des axes principaux de développement. Et nous espérons que cette situation évolue dans les prochaines années, mais pour l'instant, l'industrie mécanique, elle dépend beaucoup de la Fédération de Russie. Donc, c'est autour de 3 à 4% de notre PIB et la métallurgie, c'est un secteur très complexe avec des demandes très complexes. Moi aussi, j'ai une question. Monsieur Semikachev d'abord et ça va être moi après. Bonjour, chers collègues. Tout d'abord, un petit commentaire et ensuite une question. On s'est rencontrés, on a parlé des étapes de création et de développement de l'économie de la région. Et une des conditions importantes, c'est le flux de reconstruction des infrastructures de la part de la Fédération de Russie et d'autres régions de la Fédération de Russie. Un autre facteur, c'est la création des conditions pour que les gens rentrent dans cette région pour que les personnes reviennent en économie. Et encore un point important, c'est de comprendre comment les entreprises fonctionnantes pourraient faire partie de cela parce que, par exemple, l'industrie du charbon russe dépendait beaucoup du Donbass et donc les entreprises qui exploitent le charbon, ils faisaient partie de cette chaîne globale. Ils pouvaient avoir accès à des équipements de très haute qualité, etc. Et une étape très importante, c'est le développement des entreprises industrielles, leur inclusion en économie russe, en économie globale. Et l'étape suivante, c'est le développement. C'est comme on vient d'entendre, une des caractéristiques de Donetsk. C'est la ville avec une grande croissance, la ville de Donetsk. Donc, il y a une sorte d'économie post-industrielle alors que nous, ici, on parle des nouvelles technologies, etc. Donc, ma question, c'est comment faire marier ces facteurs? Comment est-ce qu'on peut les combiner? Comment échelonner ces mesures dont on a parlé? Donc, vous avez parlé beaucoup de l'industrie mécanique. Quels sont les points de croissance potentiels? Quelles mesures, quels programmes pourraient être mis en place pour stimuler la croissance? Merci. Alors, votre question, elle est très, très vaste. C'est quelque chose dont on discute beaucoup. C'est un processus qui est en cours. Et nous avons, par exemple, une grande entreprise d'industrie mécanique à Donetsk qui fait désormais, depuis récemment, partie d'un grand cluster industriel de la République, le premier cluster industriel de la République de Donetsk. Et on a parlé aux dirigeants des entreprises et il y a des entreprises qui ont déjà des commandes pour les 2 années prochaines. Donc, des commandes reçues de la Fédération de Russie. Donc, il y a déjà un début de cette intégration de coopération économique. En ce qui concerne l'aide des États, il faut comprendre que ces aides, ces soutiens financiers, c'est surtout la construction, la reconstruction des biens immobiliers et industriels qui ont été détruits. Mais le processus est déjà lancé.
on est en train de passer par l'audit technique des constructions qui sont toujours en place, qui existent toujours. Voilà, toute l'économie de la République, autour de 80-90%, voilà, elle doit être relancée et restaurée après les dégâts des combats, des hostilités. Donc, mais on a des liens qui s'établissent avec la Fédération de Russie. Donc, oui, c'est un travail qui est en cours et il faut vraiment tout d'abord un programme de rétablissement, de reconstruction et par la suite des programmes de développement de l'économie des entreprises qui restent, qui fonctionnent toujours, qui peuvent se développer. Je voudrais aussi faire un petit commentaire en disant qu'à l'heure actuelle, la République possède un programme qui vise l'exploitation des investissements et l'utilisation des investissements et l'ouverture des nouvelles entreprises. Il y a un nombre d'entreprises qui mettent en place des projets de business, des business plans avec des investissements qui peuvent être utiles pour la République. Mais le problème est le suivant. Le développement est une chose, de production est une chose, mais le rétablissement des entreprises qui existaient, qui marchaient bien avant 2014, ça c'est toute une autre chose. Et ces entreprises constituaient la base du développement de la force économique de la région. Et là, malheureusement, on n'a pas de programme qui vise un tel rétablissement. Il y a des projets singuliers, individuels, donc pour faire revivre des industries existantes, mais pour l'instant, ce n'est pas une approche systémique. Et je pense que l'idée, c'est de créer de tels programmes, entre autres choses. Je pense que Nadezhda Mikheeva voudrait poser une question. S'il y a d'autres questions, faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour, chers collègues. Merci pour votre intervention. Alors, j'ai vu en des chiffres de votre présentation, donc en ce qui concerne l'engagement de 300 000 de nouveaux employés dans l'industrie. Donc, mais où est-ce qu'on va trouver ces personnes? Qui est-ce qui va travailler dans cette industrie? Merci. Merci. C'est une estimation de 300 000 des employés qu'il nous faut pour développer l'industrie et pour doubler au moins le pourcentage, la part du PIB. Et selon nos estimations, avec toutes les limitations, toutes les difficultés, il nous faut environ 300 000 personnes. Mais ça, c'est pour l'économie totalement. Ce n'est pas le chiffre pour l'industrie. C'est un des plus grands problèmes. Donc, le problème de déficit de force de travail. Donc, sur les quelques dernières années, la charge de certaines entreprises avait diminué, donc de 50-60%, et la raison, c'est le déficit de la force du travail, le déficit des employés. Donc, la question des ressources, où est-ce qu'on va trouver ces personnes, c'est une très bonne et très dure question. Donc, il faut des programmes pour faire revenir toutes les personnes qui sont parties et aussi attirer des nouvelles personnes pour travailler dans la région. En plus, il y a une autre
limitation, c'est la mobilisation dans le cadre des actions militaires. Et donc, beaucoup d'entreprises ont perdu une grande partie de leur capital humain à cause de ça, à cause des personnes qui ont été mobilisées. Donc, il faudrait attendre la fin de cette mobilisation pour pouvoir retrouver la totalité de la ressource humaine dont ces entreprises disposaient. Je voudrais faire aussi une petite remarque pour complémenter la réponse d'Alexei. Donc, en fait, les expectations dont on vient de parler, ce ne sont pas seulement nos expectations et nos désirs. Il n'y a pas longtemps, on a eu un événement où on a entendu les dirigeants des entreprises eux-mêmes dire qu'ils sont prêts de servir d'une plateforme de formation du personnel pour leurs entreprises. Donc, il y a un besoin de préparer, de former du personnel, des employés, non pas avec l'appui de l'État, l'appui public, mais par la force même des entreprises. Et je pense que la Fédération de Russie devrait prêter attention au fait que les entreprises ont besoin du personnel qualifié, de personnel compétent, surtout pour lancer le développement et le rétablissement. Oui, on va peut-être devoir aller chercher des ressources humaines dans d'autres régions. Il y a un programme de rétablissement et développement des villes de notre territoire avec l'aide des régions voisines. Mais cela conduit à une perte d'engagement du personnel existant sur place et leur formation. Donc, c'est une question qui demande une approche très complexe. Donc, on n'a pas de réponse très claire en ce moment. Igor Chokin, je vous en prie. Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Je voulais vous poser une question sur le développement de l'économie de la région de Donetsk, de la République de Donetsk. Est-ce qu'il y a des programmes qui soient développés, pas seulement de reconstruction de l'économie de la République de Donetsk, mais plutôt des programmes d'intégration de l'économie du Donetsk dans l'économie de la Russie en général. Donc, je parle ici de l'intégration en tout le sens des termes, donc des chaînes d'approvisionnement, de potentiel scientifique, technologique, etc. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens et est-ce qu'ils sont déjà un petit peu réalisés aujourd'hui? Oui, merci. Donc, si l'on parle des programmes, il y a des programmes publics d'État, effectivement. Il y a un programme d'État sur la reconstruction de la République de Donetsk. Et il y a un programme séparé sur la reconstruction de l'industrie. Pour l'instant, c'est tout en termes de documents officiels. Et si l'on parle d'une manière plus générale d'études en ce sens, dans notre institut, il y a effectivement un groupe qui travaille sur cette thématique d'intégration de notre économie dans l'économie de la Fédération de Russie. Et nous travaillons sur des axes principaux, des mécanismes principaux qui pourraient nous permettre de s'intégrer assez rapidement, justement, dans l'économie de la Fédération de Russie. Et les propositions que nous développons
nous allons essayer de les porter au niveau des autorités en termes de propositions. Donc, effectivement, ce que nous avons présenté aujourd'hui, ça fait partie justement de ces projets, de ces études que nous menons dans ce sens. Donc, nous avons ouvert un petit peu nos projets pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de développer pour les 10 prochaines années, par exemple. Merci beaucoup. Merci. Deux questions de nos collègues français. Jacques, d'abord, je vous en prie. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier nos deux collègues de Donetsk pour ce qu'ils nous ont présenté. Alors, j'ai une réflexion globale et une question à leur poser. La réflexion globale, c'est qu'il ne me semble pas que la présentation d'un programme par Donetsk puisse correspondre à ce qui est nécessaire. Je le dis en tant que tel parce que nous, en France, nous avons eu l'expérience de la reconstruction de régions dévastées par la guerre. L'Union soviétique l'a eu aussi, hein. Mais il se fait que j'ai pas mal travaillé sur cette question et sur les années 1946, 47, 48 en France. Et de fait, je pense qu'il vaudrait mieux penser la reconstruction au niveau des 4 nouveaux oblasts, donc Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporijia, excusez-moi, plutôt que simplement le penser au niveau de Donetsk. Donc, ce qui, d'une certaine manière, m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas la constitution, justement, au niveau de ces 4 oblasts, d'une forme d'autorité qui puisse dialoguer avec la Fédération de Russie, avec le reste de la Fédération de Russie. Vous faites partie maintenant de la Fédération de Russie, mais qui puisse dialoguer avec le gouvernement de manière à définir des actions prioritaires, parce que les problèmes qui se posent dans vos 4 oblasts sont relativement les mêmes. Reconstruction des bâtiments, reconstruction des logements, évidemment. En fait, reconstituer un cadre de vie qui soit acceptable pour la population, en particulier si vous voulez faire revenir des gens dans votre région, les infrastructures publiques, la reconstruction des infrastructures publiques. Alors, elles sont bien sûr peut-être plus détruites à Donetsk que dans d'autres régions, mais c'est un problème général qui va se poser. Et à partir de là, il me semble qu'un plan spécifique à l'ensemble des régions qui ont été touchées par la guerre devrait être réalisé par le gouvernement de la Fédération. Alors, ceci étant dit comme cadre général, moi j'ai une question particulière. C'est comment pensez-vous l'intégration de votre oblast dans la fédération? Est-ce que vous le pensez dans le cadre d'une relation entre votre oblast et directement le gouvernement fédéral, ou est-ce que vous la pensez aussi dans le cadre de relations particulières qui seraient établies entre les entreprises de votre oblast et les entreprises d'autres oblasts, par exemple Rostov, mais pourquoi pas Lugansk, Kherson et Zaporijia? Autrement dit, comment voyez-vous l'articulation entre une forme d'intégration verticale, et le problème va se poser, ça j'en suis bien conscient, et une logique d'intégration horizontale qu'il me semble aussi important de ne pas sous-estimer? Merci beaucoup, oui, pour cette question. Effectivement, c'est très... nous sommes très contents de voir cet intérêt de votre part pour notre région. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un cadre d'un institut scientifique. Nous ne sommes pas un organe d'État, enfin un organe de gouvernement.
Donc, nous ne parlons pas de programme, de stratégie, de mouvement, on va dire, concret pour réalisation de tel ou tel objectif au projet. Donc, nous parlons ici d'une étude scientifique, d'une justification scientifique des processus efficaces pour notre part de la région, donc l'intégration de notre région au sein de la Fédération de Russie. Donc, nous sommes concertés avec nos collègues en écoutant votre question, comment y répondre. Donc, effectivement, on pourrait ici parler du fait que notre plateforme, notre institut, est un soutien, un support pour le gouvernement, donc une sorte de base sur laquelle le gouvernement peut se baser pour que ce processus de l'intégration soit le plus efficace. Et justement, en évoquant cette expérience que vous évoquez, nous le prenons en compte et nous prenons en compte toutes ces expériences de reconstruction de régions après-guerre. Et bien sûr, nous pouvons utiliser toutes ces expériences. Et ensuite, si nous parlons des documents qui peuvent nous aider, donc bien sûr, il faut qu'il y ait une stratégie de développement social et économique de la région. Et cette stratégie doit être développée en prenant en compte le développement de la Fédération de Russie et de ces régions. Donc, elle doit être harmonisée avec les oblasts, les 4 territoires que vous évoquez, bien sûr. C'est évident. Et dans notre institut, nous préparons une vision pour une argumentation pour cette stratégie. Et bien sûr, nous allons vous informer et nous allons publier nos travaux. Donc, quels seront les processus nécessaires pour cette intégration? Donc, merci beaucoup pour votre opinion, pour votre retour. Et nous allons bien sûr prendre en compte votre expérience dans ce processus. Merci. Je vais rajouter quelques mots. Donc, en ce qui concerne la reconstruction des régions, il y a effectivement un programme de reconstruction de ces 4 régions. Et en ce qui concerne notre vision d'intégration, donc nous pouvons l'évoquer brièvement également. Donc effectivement, il y a des choses à faire au niveau fédéral et au niveau régional, et effectivement les liens horizontaux que vous évoquez. Donc, en fait, nos entreprises interagissent activement avec les entreprises de la région de Kosbas. Donc, il y a en fait des liens qui avaient été rompus auparavant entre, par exemple, les entreprises de Zaporizhia et de Donetsk. Et donc, parfois, il faut les rétablir, ces liens, et il faut y revenir. Et justement, ces liens horizontaux, c'est quelque chose de très important, et non seulement l'intégration verticale. Nous sommes d'accord. Merci. Jacques, je dois justifier peut-être brièvement nos collègues de Donetsk. Effectivement, le développement d'un programme de développement de nouveaux territoires, ce n'est pas leur zone de responsabilité, même en tant que chercheurs appliqués, c'est la responsabilité des autorités fédérales. Je pense que nos collègues voudraient participer à ce travail, mais pour cela, il faut qu'il y ait une volonté de la part des structures fédérales de Moscou et qu'ils fassent aussi un grand travail avec l'implication des acteurs locaux, du potentiel intellectuel de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhia et de Kherson. Donc, malheureusement, comme ils ont dit tout à l'heure, cela ne se passe pas encore pour des raisons qu'on ne comprend pas tout à fait. Mais je pense j'espère en tout cas que à l'avenir, ce sera fait. Et maintenant, je passe la parole à Charles Abdallah, s'il vous plaît.
Bonjour, chers collègues de Donetsk. Laissez-moi tout d'abord vous dire toute mon admiration pour le fait que vous continuez à vivre dans une région aussi difficile et que vous soyez aussi mobilisés pour votre région. C'est absolument admirable. Ma question rejoint la question de M. Sapir, mais également ce que vient de dire le professeur Dima. Et la question, c'est que se passerait-il? Est-ce que vous pensez ou est-ce que peut-être vous craignez que le gouvernement de la Fédération de Russie ne pousse les grandes entreprises de la Fédération de Russie à intégrer, si vous voulez, en d'autres termes, à racheter ces entreprises traditionnelles qui ont fait la force de Donetsk jusqu'à présent et qui sont dans un état, comme vous l'avez dit tout à l'heure, assez obsolète aujourd'hui. Donc, pensez-vous que le gouvernement de la Fédération de Russie va procéder à cette intégration de manière verticale, comme disait M. Jacques Sapir, et intégrer ces entreprises traditionnelles de Donetsk dans les grandes entreprises de la Fédération de Russie, que ce soit la chimie, que ce soit le charbon, que ce soit la sidérurgie? Et dans ce cas-là, est-ce que ce serait facilement accepté par la population de l'oblast de Donetsk? Comment est-ce que la population réagirait à une intégration de cette sorte-là, verticale, sans qu'elle soit consultée? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. En ce qui concerne l'intégration, en fait, ces entreprises que nous avons, avant, elles étaient intégrées dans le complexe industriel de l'Union soviétique. Donc, de fait, on peut parler de reconstruction ou rétablissement des liens qui existaient auparavant. Et je peux rajouter quelques mots. En fait, historiquement, si l'on revient à cette ligne historique, on va dire, à partir des années 90, 2000, on avait des structures, des corporations, des représentants des affaires, du monde d'affaires qui ont intégré justement ces entreprises dans une structure verticale. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une forme nouvelle d'organisation, d'activité de ces entreprises. Effectivement, et comme ces entreprises peuvent revenir à la pratique qu'ils avaient connue auparavant, ce que nous voyons aujourd'hui, cela a un impact plutôt positif. Donc, les entreprises ont, par exemple, déjà des carnets de commandes pour les 2-3 années à venir. Donc, ils sont en train de rétablir la production. Ils attirent de la main-d'œuvre et ils augmentent les salaires. Donc là, c'est quelque chose, bien sûr, de très positif et qui sera soutenu par la population également. Merci. Merci beaucoup. Chers collègues, j'ai 2-3 petites questions d'ordre concret. Tout d'abord, donc traditionnellement, le secteur clé de l'économie du Donbass, c'était le charbon. Est-ce qu'il y a une reconstruction de ce secteur actuellement? Oui, effectivement, c'est un secteur clé, la coque et le métal. Et ensuite, donc effectivement, ce sont des chaînes qui... Il y a des investisseurs qui commencent à venir pour reconstruire ces entreprises. Et il faut dire aussi que toute cette période, depuis 2013-14, ces entreprises sont devenues publiques. Et actuellement, il y a une sorte de restructuration des entreprises
Et ces processus sont en train d'être lancés. Donc, je ne peux pas vous dire pour l'instant que ce soit quelque chose de massif, mais ça commence. Et ces entreprises n'ont pas arrêté leur fonctionnement. Ils avaient des demandes, ils avaient des commandes. Et nous voyons que les mines qui fonctionnaient, ils, ils vont fonctionner comme avant. Et en tout cas, il y a des tendances positives qu'on commence à voir dans ce sens. Merci. Ma deuxième question. Donc, il y a la ville de Mariupol qui fait partie de la République populaire de Donetsk. Et l'année dernière, après la fin des combats, la plupart de la population l'a quitté. Et on pensait que la population n'allait pas vraiment revenir, mais quand vous m'avez fait visiter la région et la ville de Mariupol, j'ai vu que les personnes revenaient. Et est-ce que vous avez une idée de la part de la population qui sont revenus à Mariupol actuellement? Oui, effectivement, Так вышло, что весной 22 au года printemps Мариуполь 2022, замер, затих, Mariupol est и devenue une последние ville très 10 лет silencieuse et il y avait практически presque военных personne. действий, это очевидно, что нужно Donc c'était une zone de combat людям жить, нужно понимать, et как, где это все будет происходить. les gens Но devaient avoir дело une в том, что certitude de pouvoir последнее vivre normalement pour время revenir. очень активно Et ces продвигается derniers temps, on voit qu'il y a строительство города, beaucoup и de инвестиционная construction, привлекательность города растет reconstruction, на глазах. et la ville devient de plus en Восстановление plus attractive en инфраструктуры termes и восстановление d'infrastructures, d'investissements. социальных объектов Les objets d'infrastructure sont reconstruits такими темпами осуществляется, et что c'est этому городу reconstruit à дают une vitesse такой мирный город. incroyable. Сейчас наблюдается не Et просто actuellement, nous voyons возврат населения к Мариуполю, que а la они population хотят revient еще и такую à Mariupol специфическую картину et nous демографическую, voyons effectivement что que жители Донецка, les фронтового города, жители habitants de Макеевки, Donetsk, Ясиновата, de это Makeivka, de ребята, Yasynovate, которые находятся на ce sont les границе, villes qui sont линии à соприкосновения. la Они frontière, on va dire, перевозят avec свои семьи, la ligne du переезжают front. сами. Ils Хотят в Мариуполь partent как более avec спокойное leur famille à место, Mariupol parce que потому что c'est уже un endroit qui est beaucoup plus осуществляется calme et повседневный c'est цивильный là qu'on день. peut vivre И хотят plus попробовать tranquillement. Донецк. Et donc, Это ils новое choisissent явление, de которое очень vivre là. специфическое для нас. Надеюсь, это все временно, C'est quelque chose и будем qui считать, est assez что spécifique à cette situation порядок actuelle. Ça жителей peut Донецкой changer, республики mais en tout вернется. Я cas, очень надеюсь. nous espérons qu'il y aura la paix dans toute la région et que nous pourrons la reconstruire. Et une dernière question. Nous avons lu dans les médias qu'il y avait des projets de construction d'un chemin de fer du Donbass vers Mélitopol, en passant par le bord de la mer d'Azov. Est-ce que ces projets sont réalistes? Est-ce qu'il y a des choses qui soient lancées déjà en ce sens? Pour l'instant, donc nous allons, oui, effectivement, entendu parler de cela, mais je crois que pour l'instant, c'est une idée, c'est un projet qui peut peut-être se réaliser, mais pour l'instant, le chemin de fer et la connexion avec la Fédération de Russie ne pourra pas être construit avant la fin des combats. Donc, il faut attendre pour avoir ces développements se concrétiser. Donc, pour l'instant, c'est une perspective un peu plus Более того, lointaine. Донецкая Народная Республика готова к таким инфраструктурным En fait, проектам. notre На République est prête территории à ces projets более 50 d'infrastructure. Donc, nous avons самые euh, мощные des capacités très узлы importantes транспортные узлы, et которые des соединяют nœuds de transport très Бердянск, importants. Ясиноватая Donc, в Yasinovataya et зоне d'autres villes. и
où il y a une concentration logistique, de la charge logistique très importante, qui était historiquement là depuis l'époque soviétique. Et donc, de fait, nous sommes prêts à accueillir ces nouveaux projets. Merci.